Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité cet après-midi pour intervenir sur l'apprentissage de la lecture et les compétences préparatoires à la lecture. Alors, l'apprentissage est dépendant de nombreux facteurs, dont de facteurs environnementaux, de facteurs pédagogiques, de facteurs émotionnels et affectifs et de facteurs cognitifs. Dans ce paysage complexe, lorsque des difficultés sont repérées, l'identification de les causes est compliquée, car ce que l'on observe finalement est le résultat de tous ces facteurs confondus. Donc, pour pouvoir débloquer la situation, un premier élément de réponse est théorique. Il s'agit déjà de mieux connaître l'effet de chaque facteur sur l'apprentissage. Et dans le cadre de cette présentation, on va s'intéresser en particulier sur la question de la connaissance du fonctionnement cognitif. Cette focale va permettre de donner des éléments précis de réponse. Un deuxième élément de réponse est d'ordre méthodologique, puisque la connaissance du fonctionnement cognitif va permettre de poser des hypothèses objectives, d'une part sur les mécanismes qu'on va explorer et d'autre part sur les mécanismes qu'on va pouvoir stimuler. L'objectif étant évidemment de fournir des pistes de réflexion pour accompagner les enfants dans les apprentissages et redynamiser le développement. Alors, dans cette présentation, il y aura deux grandes parties. Dans la première partie, on va s'intéresser au pourquoi aider les jeunes enfants à l'apprentissage de la lecture. Donc, on va revenir sur la définition de la lecture, puis plus précisément sur la mécanique du décodage en particulier. Dans la seconde partie, on va s'intéresser au comment aider les jeunes enfants à l'apprentissage de la lecture. On va d'abord parler des prédicteurs de la réussite en lecture, avec évidemment la phonologie, les lettres, la dénomination rapide. Et après, on parlera un petit peu de la question de l'évaluation de la lecture, avec surtout des apports méthodologiques pour mieux cibler les points d'appui et les difficultés. Donc, première partie sur le pourquoi aider les jeunes enfants à l'apprentissage de la lecture. Donc, je démarre avec quelques constats. Donc, la lecture est une compétence mobilisée dans les apprentissages scolaires et elle contribue à l'autonomie et à l'intégration sociale et professionnelle des individus. Un premier élément, donc, dans une note d'information de l'ADEPE, dont ici c'est des données issues de la journée de défense et citoyenneté. Donc 750 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans. Et donc ces données identifient 11,2% en difficulté de lecture et en particulier sur la question d'identification de mots écrits, on est à 13,7%. Une deuxième série de données est issue des évaluations nationales. Alors déjà une note positive, à mi-CP, les 3/4 des élèves sont correctement entrés dans la lecture. Pour les enfants en difficulté, nous avons notamment donc des difficultés sur la lecture à voix haute de texte, ou à 9,2% fragile, 6,2% en lecture de mots. Et on voit que pour les habiletés phonologiques, on est à 9,7. Et sur l'acquisition du principe alphabétique, on est à 8,6 d'enfants identifiés à besoins fragiles. D'autres recherches sur des cohortes, donc la cohorte ELF, qui donc est une cohorte sur des enfants français. ELF, c'est étude longitudinale française depuis l'enfance. Donc là, dans la première étude, ce sont des enfants de 4-5 ans sur un échantillon tout à fait honorable puisqu'on est à 14 820. Et dans cette étude, on montre que finalement, dès 4-5 ans, il y a des enfants qui sont déjà en difficulté sur les compétences préparatoires en lecture. Pour illustrer, on a effectivement des enfants qui n'ont pas de problème, par exemple, sur la connaissance des lettres et des problèmes plus spécifiques à la phonologie. Dans l'échantillon, ça correspond à 848 enfants, soit 5,7% de l'échantillon. Une autre recherche, toujours sur la cohorte ELF, ici dans une perspective longitudinale, donc 2767 enfants, et parmi les domaines évalués, les lettres et la phonologie sont les plus liés
aux habiletés en littératie observées à 4-5 ans. Donc pris ensemble, l'ensemble de ces données indique finalement des difficultés et surtout l'enjeu social et scientifique de mieux comprendre finalement comment les enfants apprennent à identifier les mots écrits. Cela va permettre de donner des pistes pour penser la pratique et accompagner au mieux les élèves. Alors qu'est-ce que la lecture ? Donc une définition consensuelle dans la littérature, c'est la lecture fonctionnelle conduit un lecteur à pouvoir extraire du sens à partir d'un texte écrit. Autrement dit, un lecteur expert, c'est un bon compreneur à l'écrit. Donc, une définition aussi consensuelle qui est représentée par exemple dans le modèle simple de la lecture, c'est qu'on considère qu'un lecteur expert nécessite la coordination finalement de plusieurs compétences et que du coup le niveau de lecture va être dépendant de deux composantes. Donc d'une part la capacité à identifier les mots écrits et d'autre part les habiletés de compréhension linguistique. Alors, je vous propose pour mieux comprendre le fonctionnement de la lecture, je vais vous mettre un petit texte à l'écran et donc je vais vous demander de lire le texte et de vous demander si vous l'avez compris et si oui, plutôt à quel endroit. Donc, je vous laisse quelques minutes et après, on en parle. Allez. Alors, si on doit un petit peu décrire l'architecture de ce texte, on peut finalement considérer qu'il y a deux parties dans ce texte. Au début du texte, vous avez pu noter les caractéristiques visuelles, c'est finalement que la frontière des mots n'est pas respectée. Alors ça, c'est une façon finalement d'entraver votre accès au lexique orthographique et donc à votre capacité à identifier les mots écrits. Alors que plus vous avancez dans le texte, plus la frontière des mots est respectée, on rétablit l'accès à votre lexique orthographique et donc vous êtes en capacité d'identifier les mots écrits. Si vous observez votre comportement, finalement, ça a une conséquence sur votre compréhension de lecture. Au début de texte, comme vous n'avez pas pu accéder de manière efficiente et précise à votre lexique, vous avez été confronté à des difficultés de compréhension de l'écrit. Alors qu'à la fin du texte, cet accès est rétabli et donc vous n'avez pas eu de problème, vous avez pu comprendre le texte présenté à l'écrit. Alors on est bien d'accord que cette démonstration est valide uniquement parce que vous êtes lecteur expert. Vous serez lecteur débutant, ça ne marcherait pas. En revanche, cette situation finalement est analogue à ce que peuvent vivre les apprentis lecteurs ou les lecteurs en difficulté. La capacité à identifier les mots est nécessaire mais non suffisant pour pouvoir comprendre le texte. Si effectivement on rencontre des difficultés, on n'a pas la représentation orthographique qui peut connecter avec la compréhension. Donc si on observe un petit peu plus le comportement que vous avez vu et les différentes caractéristiques dans la lecture, on voit que sur le début du texte, l'accès au lexique a été indirect. Vous avez utilisé une procédure analytique, séquentielle, vous avez travaillé, vous avez traité des unités réduites, que ce soit des graphèmes ou des syllabes, alors que sur la fin du texte, l'accès au lexique est direct. Vous avez utilisé une procédure qu'on peut qualifier de globale, avec des guillemets, parce qu'on n'est jamais sur un traitement global, on est sur un traitement oculaire extrêmement rapide, qui donne l'illusion qu'on est sur du global. L'extraction des informations n'est pas exactement la même, mais on n'est pas sur du global stricto sensus, et la taille des unités que vous traitez est large. Les processus cognitifs que vous avez mis en œuvre au début du texte sont contrôlés. Vous avez mis de l'attention pour pouvoir justement rétablir la frontière des mots, pour pouvoir accéder au sens. Alors qu'à la fin du texte, vous étiez sur des processus automatisés parce que vous êtes un lecteur, un identifieur expert. Ces caractéristiques renvoient à des voies de lecture différentes.
Dans le premier cas, vous êtes sur une voie phonologique, vous passez par la médiation phonologique pour identifier les mots, alors que sur la fin du texte, vous êtes sur un accès plutôt orthographique, une voie orthographique. Le traitement que vous mettez en œuvre du coup dans la tâche est séquentiel au début du texte. En d'autres termes, vous n'êtes pas en double tâche. Comme l'attention est focalisée sur une activité, vous allez d'abord identifier et ensuite vous allez comprendre, alors que, voire faire une relecture pour pouvoir comprendre ce que vous avez lu, alors qu'à la fin du texte, vous êtes sur un traitement qu'on va dire parallèle. Alors pareil, j'ai mis double tâche parce qu'on ne fait jamais deux choses cognitivement en même temps, mais en tout cas, on est capable de switcher extrêmement rapidement entre l'identification de mots et la compréhension, ce qui me permet de mener ces deux activités en parallèle parce qu'on est automatisé sur les deux processus. Je le redis, c'est parce que vous êtes des lecteurs experts dans ce cas-là. Donc le coût cognitif dans la première situation est extrêmement élevé. Donc si effectivement les enfants ne sont pas très bons identifieurs, c'est pour cela que la compréhension, on la travaille plutôt à l'oral sur des lecteurs débutants, alors qu'à la fin du texte, du coup, le coût cognitif est faible parce que vous êtes sur des processus automatisés dans les deux composantes de la lecture. D'un côté, la reconnaissance de mots et de l'autre côté, les habiletés de compréhension linguistique. Donc, si on doit être au clair sur la définition de la lecture, donc les résultats de la recherche en psychologie cognitive et neurosciences s'accordent sur le fait finalement qu'il y aurait deux voies pour reconnaître un mot écrit. Ces deux voies ont inspiré ensuite des méthodes de lecture, mais il y a bien deux voies. Là, à l'écran, vous voyez le modèle, le réseau chez l'expert. D'accord ? Après, la question, c'est comment il va se développer. Mais là, on a le réseau chez l'expert. Donc, avant l'apprentissage de la lecture, l'enfant, il est dans un bain langagier. Donc, du coup, il a déjà des connaissances sur les représentations phonologiques des mots. Il a également des connaissances sur les représentations sémantiques des mots. Donc, il y a déjà un réseau, il y a déjà des connaissances préalables qui sont dans le réseau. Et finalement, ces connaissances vont servir de base pour l'élaboration du système de traitement du langage écrit. Donc, finalement, apprendre à lire, ça va être créer une entrée par la vision, par le spelling, en l'occurrence des représentations orthographiques, indépendamment de la calligraphie, enfin de l'allographe. Mais en tout cas, l'idée, ça va être capable de percevoir la forme des lettres et de connecter avec le réseau existant. Ces différentes connexions correspondent aux voies de lecture. Par exemple, le lecteur débutant va passer par la phonologie pour récupérer la sémantique du mot. C'est la voie phonologique qu'on a définie précédemment sur des unités réduites. Et on a également la voie de l'expertise, donc du coup, où l'orthographe va permettre l'accès directement au sens du mot. Alors, du coup, cette voie, d'un point de vue développemental, comment ces deux voies se développent? Alors, la recherche montre finalement qu'il y a un rôle clé de la voie phonologique chez l'apprenti lecteur. Donc ici, on est vraiment dans une approche développementale. Le premier argument qui indique que cette voie phonologique, elle est primordiale chez l'apprenti lecteur, c'est la possibilité de lire des mots nouveaux. Donc, en d'autres termes, d'être autonome face à un mot que je ne connais pas. J'ai un bagage, je peux m'appuyer sur, on en reparlera après, les correspondances graphème-phonème pour pouvoir identifier le mot. Et finalement, cette voie, elle est opérationnelle aussi chez l'adulte, puisque l'adulte, face à un mot nouveau, il va également mobiliser cette voie phonologique. Le deuxième argument, c'est que le fait de pratiquer le décodage va automatiser les opérations mises en œuvre dans le décodage. On va voir que le décodage, finalement, c'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'opérations cognitives nécessaires. Donc, le fait de pratiquer ces opérations vont me rendre plus autonome dans l'usage de ces opérations, quel que soit le mot que je suis en train de lire. Le troisième argument, c'est également que le décodage va renforcer le lexique orthographique grâce à la mise en œuvre d'un mécanisme d'auto-apprentissage. En d'autres termes, on ne demande pas à l'enfant de renforcer son lexique explicitement,
mais le fait de décoder va renforcer l'automatisation de la lecture. Donc finalement, il y a un effet positif du déchiffrage sur l'automatisation. Donc il y a bien une relation développementale entre les deux voies de lecture. La voie phonologique contribue au développement de la voie orthographique et pas l'inverse. Donc d'un point de vue développemental, on sait qu'il y a ce lien. Et que finalement, ça sous-entend quoi? Que il faut que les enfants soient confrontés au décodage, donc à la fréquence d'exposition. La fréquence d'exposition va avoir un impact fort sur le développement du décodage, et par extension la pratique de la lecture, que ce soit dans une pratique liée à l'enseignement ou une pratique liée au plaisir, va permettre finalement de renforcer ce lexique orthographique. Alors, si on doit un petit peu parler du décodage phonologique, comme vous voyez dans le petit schéma, on parle bien ici d'instruction des correspondances graphème-phonème. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Je voulais juste quand même redéfinir ces notions de graphème-phonème. Donc, on connecte des graphèmes-phonèmes et pas des lettres et des sons, parce que les graphèmes-phonèmes représentent mieux les propriétés d'une langue. Le graphème, c'est la plus petite unité de représentation du système graphique. On peut trouver deux sous-types, effectivement les lettres ou des groupes de lettres, donc des graphèmes simples ou des graphèmes complexes. Le phonème est la représentation phonologique correspondante. Il permet de distinguer deux syllabes, bada, voire des mots, bovo. Donc dans ce cas, le phonème permet même de faire une différence sémantique. Alors, il est possible de prononcer des phonèmes vocaliques isolés, parce que c'est le nom et le son, le nom et le phonème sont identiques, mais ce n'est pas le cas des phonèmes consonantiques. Excusez-moi, ce n'est pas le cas des phonèmes consonantiques, qui, eux, doivent forcément être en coarticulation avec une voyelle. Donc, le phonème est difficilement entendable, indépendamment d'une voyelle. Et c'est bien ça, toute la difficulté du développement de la représentation du phonème et l'enjeu du coup de la phonologie dans le développement des représentations phonémiques. Alors, tout à l'heure, quand on a décrit les voies de lecture, on a fait le constat finalement qu'on devait être dans un traitement sur des unités réduites au moment de la voie phonologique et qu'il y avait plusieurs opérations cognitives qui pouvaient être impliquées. C'est ce qui explique finalement que les enfants sont beaucoup plus lents quand ils utilisent le décodage. Alors, j'ai mis voix phonologique, mais on peut aussi parler de voix d'assemblage, voilà, c'est un synonyme. Donc, par exemple, dans Lapin, d'abord, on va segmenter l'écrit, donc une fenêtre visuo-attentionnelle réduite sur le premier graphème, une mise en œuvre de la correspondance graphème-phonème grâce à la maîtrise du principe alphabétique, un maintien en mémoire de travail du phonème, un déplacement de la fenêtre visuo-attentionnelle à l'unité suivante. On renouvelle l'opération autant de fois nécessaire qu'il y a de graphème, on fusionne en mémoire de travail et on produit à l'oral si on est en lecture à voix haute. Donc là, on comprend bien pourquoi les enfants sont lents en décodage, que potentiellement c'est sujet à erreur, et notamment l'intégration du principe alphabétique est une des sources possibles de difficultés dans le développement de cette voie phonologique. Alors, qu'est-ce que le principe alphabétique ? Donc, le principe alphabétique, c'est tout d'abord comprendre que les unités écrites réduites représentent les unités orales et, dans un second temps, maîtriser le code, c'est-à-dire les règles de correspondance entre les graphèmes et les phonèmes. Alors, le terme code est plutôt bien choisi parce que c'est un peu comme le code de la route, en fait. C'est-à-dire que des fois, les panneaux, ils ne sont pas intuitifs sur le sens, sur ce qu'ils signifient. Et donc là, les règles, le système de règles de correspondance entre les graphèmes et les phonèmes, il est complètement arbitraire. Ce qui signifie qu'il y a nécessité d'un apprentissage explicite et systématique. Et là-dessus, la recherche est consensuelle sur cet aspect-là, notamment par exemple le National Reading Panel qui vise à évaluer l'effet de différentes approches pour enseigner la lecture. Le résultat est qu'effectivement les approches phoniques
sont plus efficaces que les approches, que toutes les autres approches d'ailleurs, dont les approches idéovisuelles, donc qui visent dans ce cas à associer un mot entier à sa prononciation. On a également des recherches, des méta-analyses, donc par exemple Thorgerson, et également des recherches, par exemple la recherche de Guagou, Lire-Écrire, que la communauté enseignante connaît très bien, qui est l'étude des pratiques, donc qui n'est pas une comparaison des pratiques les plus efficaces, mais qui est bien une analyse des pratiques et qui également plaide en faveur finalement de l'importance de l'apprentissage des règles de correspondance entre les graphèmes et les phonèmes. Alors sur cette question d'enseignement explicite et systématique, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc je pense que c'est très clair que l'un des enjeux finalement dans le développement de la voix phonologique, c'est le développement des représentations phonémiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les représentations phonémiques sont difficilement entendables. Alors, la preuve sur cette diapositive, en neurosciences du langage, on trouve des études sur la perception du flux de parole avec la technique de l'électroencéphalographie. L'idée ici est de regarder un petit peu les ondes cérébrales, et en fonction des ondes cérébrales, on sait quel est le niveau de conscience de traitement du langage. Et là, comme vous pouvez le constater, donc les syllabes sont perceptivement plus saillantes que les phonèmes. Ici, on est sur des ondes θ. On voit qu'on est sur 150-250 millisecondes, alors que pour les phonèmes, on est sur des ondes gamma. Donc les ondes gamma sont beaucoup plus courtes, hein, donc on est sur 25-35 millisecondes, ce qui signifie qu'en termes de niveau de conscience de traitement, on n'est pas du tout au même niveau de conscience de traitement. La syllabe est entendable, elle est manipulable, c'est un son, tandis que le phonème, il n'est pas entendable en état, et donc il faut le rendre concret. Ça va être ça l'enjeu. Hein, donc les oscillations neurales permettent de repérer les syllabes. La structure phonémique n'apparaît pas clairement dans le signal acoustique de la parole. C'est pour ça qu'on est bien sur des représentations mentales à créer, à développer. Alors, du coup, l'enjeu, par la suite, ce sera évidemment comment accompagner le développement des phonèmes notamment, et plus largement du principe alphabétique. Alors, pour résumer sur cette partie, de mon point de vue, ce qu'il faut retenir, c'est d'une part le problème finalement de l'identification de mots qui peut être un obstacle pour comprendre un texte à l'écrit. Donc il y a nécessité de travailler cette composante de la lecture. On a vu aussi qu'il y avait deux voies pour lire un mot et que notamment le lecteur débutant, si on doit un petit peu mettre nos forces quelque part, c'est effectivement renforcer la voie phonologique qui va contribuer par extension au lexique orthographique et donc à l'expertise ultérieure en lecture. Il faut savoir que ces deux voies peuvent être mobilisées aussi chez l'adulte, hein, ça va dépendre du type de mot qu'on est en train de lire. Si c'est un mot nouveau, même en tant qu'adulte, on va utiliser la voie phonologique. On a vu donc un rôle déterminant donc, de la voie phonologique chez l'apprenti lecteur, c'est ce que je viens de rappeler. Et pour finir sur cette partie, on a bien saisi le statut problématique du phonème pour pouvoir apprendre le principe ou le code alphabétique. Voilà pour cette première partie. Alors, une première petite pause pour scander la conférence. Apparemment, nous n'avons pas de questions du public, donc elles peuvent toujours arriver. Donc moi, j'avais une question à propos des représentations phonémiques sur lesquelles vous avez donc largement insisté à la fin. On sait que les sons voyelles sont beaucoup plus aisés à percevoir, et vous l'avez redit, hein, pour les enfants que les sons consonnes. Est-ce qu'il y a un ordre particulier à respecter pour un enseignant quand il commence à sensibiliser les enfants en petite section, par exemple, aux sons voyelles?
Alors, merci pour votre question. Donc, c'est une excellente question. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais démarrer un petit peu sur la seconde partie, en lien avec le comment aider les jeunes enfants à l'apprentissage de la lecture de mots. Alors, j'ai pas de réponse tranchée par rapport au sujet. C'est-à-dire que, à ma connaissance, je ne connais pas d'études qui comparent justement des progressions. Quelle est la meilleure progression. On sait qu'effectivement, il y a des choses, notamment du coup la fréquence, la consistance, qui vont avoir un lien et qu'il vaut mieux démarrer par ces aspects-là. Mais je ne connais pas de travaux qui disent en gros cette progression est plus efficace qu'une autre. Donc là, je vais vous donner peut-être des pistes dans la suite. Je vais vous montrer un outil qui existe, mais après, ce sont des éléments qui peuvent aussi aider les enseignants à construire la progression en fonction peut-être des manuels qu'ils utilisent, en fonction peut-être du contexte de classe. D'accord. Alors j'avais une autre question, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la dimension sémantique qui est rattachée à la différence phonémique. Est-ce qu'il vous semble important, dans les premiers apprentissages, en ces temps de sensibilisation, d'être tout le temps dans une articulation entre le son et le sens, ou bien est-ce qu'on peut se permettre avec des jeunes enfants, et c'est souvent ce qui se passe dans les classes, de détacher complètement le matériau sonore de la langue de la dimension sémantique en faisant pratiquer des jeux sonores, des comptines qui en général n'ont ni queue ni tête la plupart du temps, mais qui permettent tout simplement un jeu sur la langue avec les jeunes enfants. Donc, voilà, c'était cette question qui m'a traversé l'esprit quand je vous ai entendu mentionner à juste titre le lien entre son et sens. Alors, effectivement, j'ai souligné ça pour montrer l'enjeu à terme de distinguer les phonèmes, d'avoir des catégories phonémiques suffisamment sensibles. Après, je pense vraiment que ça dépend du niveau développemental, de où en est l'enfant par rapport à sa compréhension du langage. Donc il y a un exemple que je donnerai plutôt à la fin de la présentation qui montre par exemple que les enfants de 5 ans ont du mal justement à s'extraire de la sémantique pour pouvoir faire un travail sur la phono spécifiquement. Donc peut-être que lorsque ces choses-là ne sont pas encore bien comprises, sur quoi on travaille, est-ce qu'on travaille sur la phonologie, est-ce qu'on travaille sur le sens, peut-être qu'effectivement passer par des exercices vraiment liés uniquement à la phonologie est peut-être plus pertinent dans un premier temps pour justement qu'il n'y ait pas d'interférence sur qu'est-ce que c'est le son et voilà. Et puis après effectivement il faut mettre du sens sur les apprentissages et ramener le sens là-dedans. Bien sûr. Mais en tout cas c'est un exemple que je montrerai tout à l'heure sur l'analyse qualitative des erreurs, justement, et qui montre qu'il y a certains enfants, en fait, ils ne peuvent pas réaliser la tâche de phono parce qu'ils sont sur la dimension sémantique et ils n'ont pas compris, en fait, la consigne, l'objectif, l'apprentissage, en fait. Qui peut être simplement de jouer avec la langue sans plus d'objectif derrière. Oui, on peut jouer avec les sons de la langue, mais du coup l'objectif est clairement identifié et il s'agit de jouer avec les sons et après réintégrer peut-être la dimension sémantique. Mais je pense après ça relève aussi de questions liées à la didactique. Bien sûr, c'est pas mon domaine. Tout à fait. Alors on a des questions qui arrivent, notamment une sur la production d'écrits. Puisqu'en général on rattache évidemment la question de la phonologie à la lecture, la question de notre collègue porte sur la place de la production d'écrit. Est-ce qu'une pratique tôt dans le cursus scolaire, donc dès la maternelle, sous forme de dictée à l'adulte, etc., peut faciliter chez l'enfant la prise de conscience phonémique? Alors, pour moi, il y a plein de choses c'est une question très complexe qui me viennent. Alors, j'espère que du coup, il y aura des réponses qui vont... alors, déjà, c'est quelque chose que j'aborderai davantage avec la connaissance des lettres. Il y a la dimension motrice de la forme des lettres. Absolument. Donc, effectivement, il y a des travaux en lien avec la
méthode Montessori, etc., qui, dans une dimension de multisensorialité, il y avait la place des sensations kinesthésiques pour la perception des formes, en fait. Ça, c'est un élément, même si c'est l'ère de la forme visuelle des mots qui est mobilisée, où le spelling, il est là, en fait, on sait que c'est une ère qui est davantage liée, pas seulement au visuel, mais vraiment à la perception des formes. Par exemple, des personnes aveugles vont activer cette zone, alors que la vision n'est pas opérationnelle, mais du coup, c'est une zone vraiment sur la perception des formes, et c'est ce qui explique en fait que justement le fait de toucher, que ce soit au doigt ou de tracer, on vient à la production d'écrits, va aider finalement à renforcer le lien entre l'acquisition du principe alphabétique de manière générale, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Après, il y a des travaux par contre qui montrent qu'en termes de maturité du geste, finalement, le geste ne serait pas proposé peut-être aux enfants dans cette dynamique d'apprendre le principe alphabétique ou voilà, chez les jeunes enfants. Jusqu'à 4 ans à peu près, le geste n'est pas suffisamment mature, donc finalement il y aurait une trop surcharge cognitive dans la tâche et finalement ça serait contre-productif. Par contre, à partir de 5 ans, le fait de leur proposer du tracé ou du toucher va aider à renforcer les connexions audiovisuelles. Ça, je vais vous présenter aussi un travail dans ce sens-là. Donc ça dépend vraiment du niveau développemental. Après, ce que j'entends peut-être dans cette question, mais qui n'est peut-être pas une bonne inférence ou une bonne interprétation, c'est est-ce que le fait de travailler sur les correspondances grapho-phonémiques ou phonographémiques aide? Alors là, on est sur la question de la consistance de la langue. Et en l'occurrence, en français, on est sur une langue relativement opaque. Et du coup, l'opacité est encore plus forte en écriture qu'en lecture. Donc voilà, là il y a aussi une dimension à prendre en compte en fonction justement du niveau d'apprentissage et voir quand est-ce que c'est le bon moment peut-être de passer par cette dimension peut-être d'écriture en fonction des graphèmes qu'on travaille en fait. Voilà, et des multiples connexions qu'il peut y avoir entre les graphèmes et les phonèmes. Très bien, donc votre réponse plaide pour une initiation progressive, bien dosée en fait, à la production d'écrits dès la maternelle, et c'est aussi un sujet qui nous préoccupe beaucoup. On a le temps d'encore une ou deux questions. Vous nous dites stop. Oui, il y en a quelques-unes, mais elles arrivent toutes d'un coup. Et oui, alors, une question sur la différence entre la conscience phonologique et la phonétique, ou la conscience phonologique et la conscience phonétique, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Oui, il y a le terme phonétique souvent qui revient. La phonétique, c'est un autre langage en fait à intégrer, donc il faut vraiment voir si ça répond à des besoins spécifiques. Mais c'est comme si on apprenait un peu une nouvelle langue, la phonétique. Donc il faut être prudent en fonction, je le redis, des besoins éducatifs particuliers peut-être des élèves. Par contre, là, ce que j'entends sur la différence entre phonologie et phonétique, alors je vais en parler ultérieurement dans les prédicteurs, mais la conscience phonémique fait partie de la conscience phonologique. Donc les habiletés phonologiques, c'est un grand domaine. Et à l'intérieur, il y a la question effectivement de la conscience phonémique qui est présente et dont on parlera peut-être tout à l'heure. Si effectivement c'est pas clair, on pourrait reposer des questions parce qu'il y aura un stop à ce moment-là aussi pour des questions. Alors j'en laisse de côté volontairement certaines parce que je sais qu'elles seront traitées par la suite. À propos de ce que vous venez de dire, il y avait une question sur la perception particulière des élèves allophones, notamment la question des sons, comment les élèves allophones perçoivent les sons. Alors, un de nos auditeurs demandait si vous alliez aborder la question ou pas, c'est très spécifique. Non, déjà il faut condenser, mais donc non, malheureusement je ne vais pas l'aborder.
Je peux juste indiquer que là, ce qui est difficile avec les élèves allophones, c'est effectivement l'arrivée et la confrontation avec un nouveau langage oral. Et potentiellement, l'un des enjeux sera la similarité finalement entre le français et la langue d'origine, et donc toutes les reconfigurations cérébrales qui doit pouvoir y avoir sur la discrimination des phonèmes. Donc là, je ne parle même pas de la conscience, la conscience des sons, hein, mais vraiment des étapes qu'on peut voir chez le nourrisson, qui visent à renforcer des sons qui sont présents dans la langue, dans l'environnement dans lequel je suis, et inversement déconnecter, entre guillemets, des sons qui ne sont pas présents dans ma langue. Donc l'un des enjeux chez ces enfants-là, ça va être aussi en fonction des proximités entre les langues et les sons des langues, et ça va souvent expliquer comment il va pouvoir rapidement intégrer le nouveau code, en fait. Voilà. Oui, ce qui est très difficile pour les enseignants des dispositifs, notamment en UPE2A, parce qu'ils sont confrontés à une grande diversité de langues, et qu'il leur est très difficile de maîtriser justement tous ces écarts phonologiques d'une langue à l'autre. Alors, une des pistes, c'est de regarder, là il y a quand même des travaux là-dessus, c'est regarder ce qu'on appelle la consistance des langues, notamment ce que j'évoquais tout à l'heure sur les relations entre graphème-phonème. Et déjà regarder si on est sur des langues transparentes ou opaques. Si on est sur des langues transparentes, la bonne nouvelle, c'est que potentiellement l'apprentissage va se faire plus rapidement, parce que grosso modo, il n'y a qu'une connexion à faire entre l'écrit et l'oral. Et alors si en plus l'oral est proche de la langue d'origine, c'est encore mieux. Et effectivement, si on est sur des langues plus transparentes, ça va être déjà l'analyse de l'écart entre ces choses-là. On voit que ça a un impact, la transparence de la langue a un impact sur la vitesse de développement de la voie phonologique, en fait.